Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief Motohack suite au Grand Prix de Valencia. Le Grand Prix final donc de cette saison MotoGP 2023, on n'a pas été déçus, ça a été jusqu'au bout, jusqu'à la dernière course donc pour ce titre. Et ça avait commencé vendredi donc avec un Jorge Martin en grande forme, un Pecco Bagnaia dans les cordes. Ça a été un match de boxe encore une fois ce week-end. Donc Pecco qui a galéré le vendredi. Par contre Pecco qui une nouvelle fois donc le samedi, quand il est sous pression énorme, Pecco qui a cette capacité donc à se surpasser, à trouver de la performance. Et c'est ce qui s'est passé en qualif. Pecco qui se qualifie deuxième. Martin qui, lui, sous pression, encore une fois, commet une erreur. Il demande à changer de moto. Il repart avec sa deuxième moto qui avait un pneu dur à l'avant. La température n'était pas assez élevée encore. On a eu du beau temps ce week-end, mais on avait une température de piste le matin qui était assez fraîche. Donc, il avait le pneu dur sur sa deuxième machine. Il n'a pas réussi à améliorer. Martin, sixième sur la grille. Avantage, donc, Pecco après la qualif. Et pour la course sprint, Jorge Martin qui a tout mis sur la table, qui a pris d'énormes risques, qui va remporter cette course donc de sprint, réduire l'écart au championnat de 21 à 14 points, remettre Pecco sous pression. Pecco d'ailleurs qui avait fait un mauvais choix de pneu pour cette course sprint, qui était parti avec le pneu arrière médium, alors qu'il y avait plus de perfos sur le pneu soft. Donc on arrive dimanche pour le Grand Prix, donc avec un écart de 14 points. Un Pecco Bagnaia qui peut se contenter d'une 5e place en cas de victoire de Jorge Martin, mais donc la pression à son comble pour le GP de dimanche. Alors dimanche, la première grosse nouvelle après le warm-up, c'était que Maverick Viñales, qui avait lui excellé en qualification avec une super pole position et un nouveau record du Tour sur ce circuit de Valencia, qui a été resurfacé donc, et qui offrait vraiment beaucoup de grippe, des records du Tour qui ont été d'ailleurs battus dans toutes les catégories. Maverick Viñales, donc, qui avait une Aprilia qui a fumé pendant le warm-up. Il a été présenté avec le drapeau, donc le drapeau noir avec le cercle orange. Ça veut dire, ce drapeau, il faut tout de suite s'en aller de la piste parce qu'on est en train de perdre du fluide, où il y a un problème sur la moto. Et potentiellement, donc, ça peut être un danger pour le pilote lui-même et puis pour les autres aussi. Maverick qui n'a pas écouté cette consigne, qui a donc pris une pénalité de 3 places. Et ça a avantagé Pecco Bagnaia qui, lui, donc, s'est retrouvé en pole position. Ça a avantagé aussi notre Johan Zarco qui a fait un superbe GP. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et donc, voilà, c'est parti, disons, avec un petit avantage pour Pecco de cette pole position. Et c'est parti très fort avec un Martin qui, lui, le savait, il devait prendre des gros risques. Alors, la tactique de Martin, c'était de venir en tête rapidement et d'essayer de ralentir un peu la course pour que Pecco se fasse attaquer par d'autres pilotes, puisque il fallait qu'il y ait au moins 4 pilotes intercalés, en fait, Pecco, en cas de victoire de Martin. Ça n'a pas marché. Martin qui a pris des gros risques et qui s'est fait surprendre au début de course, donc derrière Pecco d'ailleurs, en ligne droite. Alors ça, c'est un phénomène qui existe de plus en plus avec l'empreinte aéro en fait, des machines MotoGP qui ne cesse de grandir. Quand on est derrière une MotoGP, en fait, sur les zones de freinage, on se fait vraiment aspirer. C'est un phénomène, c'est assez incroyable, qu'on n'a pas trop beaucoup moins en tout cas avec des motos de Superbike ou les motos du Mondial d'Endurance par exemple, mais avec les MotoGP, avec les ailes, avec toutes les appendices donc aéro, on a vraiment une grosse empreinte, donc on se retrouve vraiment aspiré derrière. Et Martin, il a failli taper dans Pecco. On avait vu ce phénomène aussi d'ailleurs au Qatar avec Pecco, Bagnaia et puis Fabio Di Giannantonio. Pecco s'était retrouvé derrière et avait failli le percuter donc au bout de la ligne droite. Donc ouais, ça c'est un problème existant en MotoGP à cause de l'aéro. Martin qui va aller large, qui va perdre beaucoup de place, qui va prendre des gros risques pour essayer de revenir et qui va finalement commettre une erreur. Il va percuter Marc Marquez. D'ailleurs, Marquez qui va faire une chute énorme, un outside énorme. Je ne sais pas comment il ne s'est pas blessé. Marquez, il est vraiment solide parce que c'était une chute très lourde. Donc voilà, la victoire pour Pecco Bagnaia au championnat du monde et la victoire aussi pour la course. Donc Pecco qui a tout de suite été pas noté, Martin out. Donc ça lui enlève la pression tout de suite, c'est-à-dire qu'il est champion du monde quoi qu'il arrive. Et donc Pecco qui va non seulement remporter le championnat du monde MotoGP, mais qui va aussi remporter la course pour finir en beauté ce week-end. Du côté de KTM, on a connu un beau week-end aussi pour Brad Binder et Jack Miller. Jack Miller de retour
en forme. Alors, c'est pas passé loin pour KTM, puisque Brad Binder était en tête du Grand Prix. Il va perdre l'avant dans le virage numéro 10, se retrouver en fait dans le long lap. Donc, heureusement qu'il y avait le long lap, mais il va perdre beaucoup de place. Et Jack Miller, qui, suite à cette erreur, se retrouve en tête. Lui, il va perdre l'avant dans ce même numéro 10. Donc, voilà, un virage maudit pour les KTM ce week-end. Une température de piste, en fait, qui commençait à baisser pendant la course. Et donc, tous les pilotes qui étaient avec le pneu dur à l'avant, qui étaient vraiment limite au niveau de la tempée. Donc, c'est pour ça qu'on a vu pas mal d'erreurs et pas mal de chutes pendant cette course. Donc, les KTM qui sont pas passés loin, mais néanmoins, un beau week-end pour eux à Valencia. Du côté français, on a vu une nouvelle fois des difficultés pour Fabio Quartararo pour se qualifier, 15e sur la grille. Par contre, une course hyper incisive sur le sprint. Il s'est retrouvé 5e assez rapidement. Il perd l'avant, par contre, juste devant Pecco, ça a été très chaud. Il a failli l'emporter dans sa chute. Et pour le GP, ça a été un petit peu plus difficile pour Fabio, qui n'a pas pu rentrer dans le top 10. Par contre, notre Johann Zarco, pour sa dernière course sur la Ducati, a fait un superbe week-end. Il s'est bien qualifié en première ligne et surtout un GP donc dimanche, une belle deuxième place. Il finit juste derrière Pecco Bagnaia. Donc Johann Zarco qui finit en beauté sur sa Ducati avant de découvrir donc sa nouvelle monture, la Honda, pour les deux prochaines années. On a eu un beau week-end aussi pour Fabio Di Giannantonio qui a pris sa première victoire au Qatar. Alors Fabio Di Giannantonio depuis l'Inde, en fait, il a vraiment trouvé de la vitesse et un setup donc avec Frankie Kirkcaldy, son chef mécanicien, qui lui permet de s'exprimer sur cette Ducat. Fabio Di Giannantonio qui va faire une superbe remontée pendant la course sprint, mais surtout pendant le GP, il va se retrouver deuxième. Alors il va prendre une pénalité pour pression de pneu un petit peu en dessous. Alors il était 0,01 en dessous de la pression minimum pour 2 tours en plus de trop. Donc c'est dommage pour lui. Et cette règle qui, je pense, l'année prochaine va devoir être ajustée, puisque l'année prochaine, en fait, à ce jour, en fait, au moment où on parle, la règle, c'est une disqualification directe, en fait, pas une pénalité de temps. Là, il a pris une pénalité de 3 secondes, parce que c'était sa deuxième infraction, mais une disqualification. Je pense que ça va pas fonctionner ça l'année prochaine. Donc voilà, malheureusement pour lui, il va se retrouver en dehors du podium officiellement. Mais un nouveau beau week-end pour Fabio Di Giannantonio, qui d'ailleurs, suite à ça, va signer donc un deal avec la VR46 pour remplacer Luca Marini, qui lui est parti sur la moto du HRC pour les 2 prochaines années. On va parler un petit peu des transferts aussi, et puis de cette première journée de test 2024 qui a commencé donc 2 jours après cette finale à Valence, tout de suite. Du côté transfert donc pour 2024, on a Luca Marini qui a signé un deal de 2 ans donc, pour remplacer Marc Marquez au HRC. On a Johann Zarco, notre Français, qui lui a signé un deal de 2 ans aussi sur une Honda officielle, mais au sein du team LCR de Lucio Cecchinello. On a Marc Marquez qui a fait ses débuts sur la Ducati, des débuts très forts, puisque dans son 7e tour chrono, il a signé au moment des essais le 3e temps en piste. Donc il s'est clairement retrouvé très à l'aise sur cette machine. Il a fait des chronos très intéressants, tout de suite dès la première journée. Donc Marc Marquez, s'il y en avait qui avaient des doutes, l'année prochaine, c'est clair qu'il va être un prétendant au titre mondial. On a vu aussi Morbidelli faire ses débuts sur la moto officielle, donc Pramac, la moto 2000, il aura une moto 2024, une moto officielle, et Rins aussi sur la Yamaha. Alors Alex Rins, il a lui encore des difficultés avec sa jambe, je l'ai vu ce week-end, on a discuté de ses blessures. En fait, il a eu une autre petite opération parce qu'il avait un problème avec un muscle en fait qui était pas où il fallait. Donc voilà, une autre opération. Il est encore en phase de récupération, Alex Rins. Pour l'année prochaine, ça ne devrait pas être un problème. Et cette Yamaha, donc, au sein du team officiel, aux côtés de notre Français Fabio Quartararo, qui a connu aussi des évolutions. Donc on a vu sur le test des ailettes, des nouvelles ailettes fixées sur la fourche, comme la Ducat, la KTM et l'Aprilia. On a un nouveau moteur chez Yamaha, un package aéro différent aussi.
Donc des nouveautés du côté de chez Yamaha aussi. Alors sur ce test, on a vu les nouvelles machines 2024. Le plus gros changement, c'est la Honda. La Honda qui a vraiment été, qui est vraiment différente par rapport au modèle de cette année. Donc on a un nouveau châssis, bras oscillants, un nouveau package aéro, vraiment une machine qui est complètement différente. Et Luca Marini, donc, qui a lui trouvé ses marques très rapidement sur cette machine. Il s'est trouvé très content. Johan Zarco aussi d'ailleurs. Donc la Honda qui semble tout de suite avoir fait un pas en avant. Ils ont besoin d'ailleurs. Ils vont bénéficier de concessions l'année prochaine aussi, comme Yamaha d'ailleurs. Donc les constructeurs japonais qui ont perdu du terrain sur ces dernières années, qui vont se retrouver donc avec la capacité de faire plus de tests, de faire des tests avec leurs pilotes officiels aussi, d'avoir la possibilité de faire évoluer leur moteur aussi pendant la saison, un nombre de moteurs aussi supplémentaires pour la saison, et un nombre de pneus pour le testing plus important aussi. Donc c'est des concessions en fait qui peuvent faire une différence, qui devrait accélérer le développement du côté des constructeurs japonais. Donc voilà, on devrait avoir une grille encore plus serrée sur le fil de l'année en 2024.